Quand le cœur s'arrête, c'est tout le corps qui cesse de fonctionner. Chaque année dans le monde, des millions de personnes meurent d'une défaillance cardiaque. Et si demain, cela n'était plus une fatalité? Comment mieux diagnostiquer pour mieux soigner et faire en sorte qu'aucun patient ne soit oublié? Comment opérer le cœur autrement, sans séquelles pour les malades? Comment redonner de l'espoir à ceux qui attendent une greffe grâce à une machine? Ce sont les défis que se sont fixés les femmes et les hommes qui réparent les cœurs. Suivons ces médecins et ces chercheurs sur la voie de l'innovation. Suivons les éclaireurs de la guérison. Aux Pays-Bas, une cardiologue se bat depuis des années pour mieux diagnostiquer une catégorie de patients trop souvent laissés pour compte, les femmes. Je m'appelle Angela Maas. Je suis professeure en cardiologie pour les femmes à l'université de Radboud à Nijmegen aux Pays-Bas. Tout l'objectif de mon travail, c'est d'améliorer la prise en charge des femmes en matière de cardiologie. Je suis une féministe, une cardio-féministe. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Angela Maas. Nous avons appris la médecine du point de vue masculin. Les femmes ne correspondent pas à ce modèle que nous avons développé. Il y a beaucoup de différences entre les hommes et les femmes en matière de cardiologie. Souvent, les symptômes des femmes sont incompris et nous n'avons pas de réponse claire à leur donner. C'est ce que je veux changer. C'est le but que je me suis fixé. Quand j'étais une jeune cardiologue en 1991, une femme s'est mise en colère après moi. Elle était vraiment furieuse et elle m'a dit « Mais enfin, pourquoi vous ne comprenez pas mes symptômes? Donnez-moi une réponse claire, quel est mon problème ?» Et ma seule réponse a été « Je ne sais pas ». En fait, cette femme m'a réveillée. J'ai réalisé que si je continuais à ignorer les problèmes rencontrés par les femmes pendant les 30 prochaines années de ma carrière, j'échouerais en tant que cardiologue. 10 ans plus tard, j'ai ouvert ma propre consultation spécifique aux femmes. On a commencé et ça a pris beaucoup d'ampleur. Et je dois dire que ce que j'ai appris, je l'ai appris en écoutant mes patientes. A-t-il fallu beaucoup de temps avant qu'on vous diagnostique ces spasmes coronaires? Oui, plus de 2 ans. 2 ans? Vous aviez des symptômes? Que vous disait votre cardiologue sur ce qui vous arrivait? J'avais fait 2 crises cardiaques, mais il n'y avait pas d'obstruction artérielle. Pas de rétrécissement? Non, pas de rétrécissement. Et cela a été démontré avec un test? Non, non, non. C'était plutôt, il n'y a pas de rétrécissement, mais on va quand même vous donner tel médicament. Sauf que les symptômes persistaient. Ce que j'ai appris des patientes que je vois, et je ne vois que des femmes, c'est qu'elles sont généralement frustrées et désabusées de ne pas être prises au sérieux.
Elles souffrent souvent de symptômes depuis des années, parfois depuis 5, 6, 7 ans. Elles ont vu différents cardiologues et souvent ont fini aux urgences avec des douleurs à la poitrine. Et elles sont souvent désespérées parce qu'elles ne peuvent pas endurer ça plus longtemps. Elles veulent savoir ce qui ne va pas et comment on peut y remédier. Depuis combien de temps aviez-vous ces symptômes? J'ai eu des symptômes très légers pendant 4 ans, jusqu'à ce que ça s'aggrave et que je sois hospitalisée. Des douleurs thoraciques également? Oui, des douleurs thoraciques et une très grande fatigue. Je pouvais me sentir très fatiguée à des moments tout à fait incongrus. Oui. Alors, on m'a fait des examens, mais ça n'a pas révélé de problème vasculaire. Alors, ils ont dit que c'était sûrement un Takotsubo. Le syndrome du cœur brisé. Oui, c'est ça. Une sorte de crise cardiaque liée à un événement stressant, sauf que cela n'a rien à voir avec l'état des artères. Je crois qu'à leurs yeux, c'était d'ordre psychologique. Que c'était dans votre tête? Oui. Vous vous êtes senti prise au sérieux? Non. La cardiologie est centrée depuis de nombreuses années sur les maladies liées à l'obstruction des artères. Et le problème, c'est que la plupart des femmes d'âge moyen n'ont pas d'obstruction. Elles ont des spasmes. 75% des hommes malades du cœur souffrent d'une obstruction des artères coronaires. Avec l'âge et les facteurs de risque comme le cholestérol, les artères de leur cœur sont peu à peu obstruées par un corps gras. Quand le sang ne circule plus, c'est la crise cardiaque. Unique solution, opérer pour déboucher. Seuls 10% des femmes souffrent de cette pathologie. Leurs artères ne se bougent pas, elles se contractent. C'est ce qu'on appelle les spasmes coronaires pour lesquels la chirurgie ne peut rien. Avec les examens classiques, vous ne pouvez pas déceler ces spasmes. Il faut un test spécifique. Et c'est précisément ce test que nous effectuons depuis des années avec mes collègues. À bientôt, au revoir. Pour détecter ces spasmes, l'équipe d'Angela introduit un cathéter dans l'une des artères du bras de la patiente jusqu'à son cœur. Est alors injectée une solution pouvant provoquer des spasmes. Si la patiente y est sujette, ils seront inévitablement déclenchés. L'équipe prépare et suit toute la procédure grâce à l'imagerie médicale. Vous pouvez avoir des spasmes dans les grosses artères coronaires, mais aussi dans les micro-vaisseaux, voire les deux. Et l'endroit d'où proviennent vos symptômes, c'est ce qui va déterminer quel traitement est le plus adapté pour vous. Il est donc essentiel de localiser d'où vient le problème. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous étudions ensemble le cas d'une patiente de notre consultation venue il y a quelques semaines. C'est une femme de 65 ans qui nous a été adressée pour des douleurs récurrentes à la poitrine. Elle souffre aussi de migraines et de fatigue chronique. Tout d'abord, il est important de poser le bon diagnostic. Pour ça, on doit considérer le profil médical des patientes, leurs antécédents, leur mode de vie, et alors on peut poser le bon diagnostic. Heureusement, on voit qu'il y a toujours un afflux sanguin, même dans les parties les plus éloignées des artères coronaires. Donc il n'y a pas d'obstruction, mais un spasme très sévère et diffus. Et après, le plus dur reste à faire, à savoir trouver le traitement le mieux adapté à chaque patiente. Pour les spasmes, il y a des antagonistes du calcium et nous avons aussi la nitroglycérine et les nitrates. Parfois, les traitements seuls ne suffisent pas. On sait que les spasmes coronaires sont également liés au stress, par exemple, à la cigarette ou aux drogues,
Donc il faut aussi changer son mode de vie. Il n'y a pas un type de traitement qui corresponde à toutes les patientes. Nous nous efforçons de trouver le traitement particulier à chaque femme. Pour que les femmes soient entendues et mieux diagnostiquées, mais aussi pour qu'elles soient plus représentées, Angela Maas milite activement. Je participe à beaucoup de conférences. À ce stade de ma carrière, il est important que j'ai un rôle de mentor pour la prochaine génération. C'est une pionnière de la médecine. Elle a intégré les questions de genre dans son travail et défend une cardiologie adaptée aux femmes. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Angela Maas. Quand j'étais étudiante dans les années 70, je me suis impliquée dans la seconde vague du mouvement d'émancipation des femmes. Je me rends compte que cet engagement féministe, je l'ai intégré à mon travail. J'ai toujours senti cette motivation en moi, et c'est toujours le cas. Je suis toujours une activiste. Je me définis comme une cardio-féministe, car d'un côté, je me bats pour les femmes en tant que patientes, pour une meilleure prise en charge, un traitement égal, mais je me bats aussi pour que les femmes deviennent des leaders, pas seulement en cardiologie, mais dans le monde médical. Il y a encore beaucoup à faire pour que les femmes aient des postes à responsabilité. On sait que si l'on donne aux femmes des postes plus élevés en cardiologie, alors elles mettront davantage les femmes, les patientes, au cœur de leurs priorités. Il faut pour cela avoir davantage de dirigeantes au sommet. Le plafond de verre est évidemment là, mais il est surtout et principalement d'abord dans nos têtes, car c'est nous qui ne nous pensons pas capables. Essayez de surmonter ces barrières, dépassez votre propre plafond de verre. Ça vous aidera à briser celui qui existe vraiment, avec vos sœurs, ensemble, comme une armée, car c'est bien la seule manière, il faut le faire ensemble. Nous devons réaliser, et nous l'avons vu avec la crise du Covid, que la majorité, plus de 70% des soignants, sont des femmes. Mais quand vous regardez la place des femmes à des postes à responsabilité, ce pourcentage descend à 25%. En cardiologie, c'est moins de 8%. Confier aux femmes des postes plus importants, c'est aussi élever le problème de la santé cardiovasculaire des femmes à un niveau supérieur, parce qu'elles en feront une priorité. Grâce à la ténacité d'Angela Maas, le test de provocation des spasmes est aujourd'hui pratiqué dans plus de 15 hôpitaux aux Pays-Bas. Mais il reste encore beaucoup à faire. Quel est ton retour d'expérience ? Nous avons fait plus de 400 tests dans notre centre et nous n'avons pas eu un seul problème sérieux. Non, parce que vous avez un bon protocole. Oui, un protocole standardisé. Et quelle est la situation en Europe? Cela dépend du pays dont vous parlez. Il y a d'excellents centres en Écosse ou ailleurs, au Royaume-Uni. Il y en a de plus en plus en Espagne et en Italie. Mais dans la plupart des centres, en Allemagne, ce diagnostic n'est pas fait. Et dans d'autres pays non plus, comme en Grèce, ça n'est pas fait. Mais nous sommes à un tournant. On fait maintenant ce test dans notre centre et dans un grand nombre de centres aux Pays-Bas. Mais dans la majorité des centres de cardiologie, ce test n'est pas fait. Ce diagnostic propre aux femmes n'est pas réalisé. Et vous savez quoi? Nous sommes tout de même en 2022. Tu travailles depuis des années là-dessus. Je pense que nous avons de la chance de t'avoir, et pas seulement dans notre hôpital, mais aux Pays-Bas et en Europe. Je crois qu'on n'en est qu'au début.
Avec ce bon protocole et les directives internationales que nous avons maintenant, ça prend forme. Ton rôle a été essentiel. Chaque pays devrait avoir une Angela pour s'assurer que ce test soit pratiqué partout. Moi, je fais de la génétique. On pourrait te cloner. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu fais. Ce que je peux finalement dire quand je me retourne sur la dernière décennie, ce que nous avons fait ensemble, avec les patients et les médecins, avec tous les gens impliqués, nous avons porté la question de la santé cardiovasculaire des femmes plus haut. Et nous ne pouvons aller que de l'avant sur ce chemin. Il n'y a pas de retour en arrière possible. En France, le professeur Alain Cribier a dû lui aussi se battre pour soigner les patients en détresse. Cardiologue de renom, il a inventé une façon révolutionnaire de réparer le cœur sans chirurgie lourde. Il y a eu deux innovations que j'ai eu l'honneur de porter dans ma carrière, qui sont la dilatation aortique et la mise en place de valves artificielles sans chirurgie cardiaque pour remplacer la valve aortique défaillante. Son parcours semé d'embûches est source d'inspiration pour nombre de jeunes médecins. Il y a eu quand même beaucoup d'adversité quand vous avez essayé de développer la technique. Ça ne devait pas être facile tous les jours, finalement. Quand on a l'idée d'une innovation, on a le monde contre soi, immédiatement. Et la plupart des collègues, médecins, chirurgiens, se disent que si cette innovation que vous proposez était possible, il y a longtemps qu'elle serait faite. J'ai connu tous les problèmes qu'on peut imaginer quand on veut innover, d'une façon générale, mais encore plus en médecine. C'est-à-dire que le concept d'innovation passe très mal. À partir des années 80, les médecins ont révolutionné la manière d'opérer le cœur. Plus besoin d'ouvrir le thorax. Pour déboucher une artère, il suffit de passer par les veines. C'est le prodige de la cardiologie interventionnelle. L'énorme avantage de la cardiologie interventionnelle par rapport à la chirurgie traditionnelle, c'est qu'elle se réalise le plus souvent sous anesthésie locale. Et c'est absolument indolore parce qu'il n'y a pas de nerfs à l'intérieur des vaisseaux, donc les patients ne sentent absolument pas les sondes monter jusqu'au cœur et ils sortent au bout de 24 heures. C'est absolument incroyable. Le résultat est parfait, madame. Ça ne peut pas être mieux. Est-ce que vous avez... J'ai rien senti. Vous n'avez rien senti? Je vais fermer la fémorale, du coup. Pour alimenter les organes en oxygène, le cœur doit pomper 5 litres de sang par minute. 4 valves en son sein assurent cette mécanique. Quand l'une d'entre elles dysfonctionne, c'est la défaillance cardiaque. Ces valves cardiaques sont responsables de maladies extrêmement fréquentes, notamment une valve qui est juste à la sortie du cœur, qu'on appelle la valve aortique. Et cette valve est très fréquemment malade, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le rétrécissement aortique. Au fil des ans, naturellement et progressivement, la valve aortique se calcifie et entrave l'évacuation du sang hors du cœur. En septembre 85, je m'étais attaché à une patiente qui avait un rétrécissement aortique très sévère. Elle avait des douleurs dans la poitrine en permanence, etc. Et les chirurgiens refusaient de l'opérer parce qu'elle avait plus de 70 ans. Donc j'ai proposé d'essayer de dilater sa valve aortique avec un ballonnet gonflable qui était posé à l'extrémité d'un cathéter et donc introduit dans une artère périphérique jusqu'à la valve aortique rétrécie. Et je me suis dit qu'en gonflant le ballonnet, on aurait peut-être la possibilité d'améliorer un petit peu les choses. Peut-être qu'on pourrait fracturer le calcaire, que la valve s'ouvrirait un peu mieux. Et cette première dilatation aortique a été un succès incroyable. Tous les symptômes ont disparu, elle a repris une vie normale. Mais finalement, cette technique a
C'est diffusé dans le monde entier. En l'espace de 5 ans, il y a eu des dizaines de milliers de patients faits dans le monde, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que malheureusement, le rétrécissement se reformait rapidement après avoir été dilaté. Donc ça, c'était vraiment un handicap et c'est devenu obsessionnel chez moi de trouver une solution contre cette reformation du rétrécissement aortique après dilatation aortique. Le professeur Alain Cribier a alors l'idée de remplacer la valve aortique malade par une valve artificielle sans chirurgie cardiaque. Une idée immédiatement controversée. Les chirurgiens étaient absolument contre le fait qu'on puisse faire ça, toucher à la valve aortique qui était leur domaine réservé. Et donc j'ai eu beaucoup de mal. L'idée était considérée comme totalement folle et impossible à faire et très dangereuse. Et donc ça a été jusqu'à des menaces physiques. On a fait la première implantation en avril 2002. À l'heure actuelle, on va fêter le 20e anniversaire de la première implantation au mois d'avril cette année, en 2022. Et on a 1,5 million de patients qui ont été traités de cette façon-là dans 70 pays. C'est-à-dire qu'en fait, la technique s'est répandue, mais comme un feu de forêt, absolument extraordinaire. Et c'est quelque chose qui était absolument inenvisageable quand on a commencé à faire ça. Donc c'est une excellente surprise. Alain Cribier a ouvert la voie. Ses héritiers la poursuivent, à l'image d'Éric Van Belle, cardiologue au CHU de Lille. Ce qui m'a conduit à cette discipline qui est la cardiologie interventionnelle, c'est les rencontres que vous faites au fur et à mesure de votre carrière. Des personnes comme Alain Cribier qui vous font dire « bah oui, c'est là que je dois être » pour continuer de faire évoluer les pratiques dans la prise en charge des patients. Sans ouvrir ni le cœur ni le thorax, on peut même guérir des patients qui ont une défaillance sévère du fonctionnement d'une des valves situées au centre du cœur, en passant par les veines de leurs jambes. En 2018, nous avons implanté chez un patient une valve mitrale par voie veineuse, donc une valve qui est assez difficile à atteindre puisqu'elle se trouve à l'intérieur du massif cardiaque. Comme un clapet, la valve mitrale impose un sens unique à la circulation sanguine. Quand elle n'assure plus son rôle, le cœur fatigue. L'anomalie principale de la valve mitrale qui va amener à l'intervention, c'est ce qu'on appelle une fuite mitrale, c'est-à-dire un défaut d'étanchéité de la valve. C'est une porte qui devient une porte de saloon, c'est-à-dire qui s'ouvre dans les deux sens. Offrir à des patients le traitement de la valve mitrale sans avoir à réaliser de chirurgie complète, c'est un pas en avant. C'est-à-dire que l'innovation, si elle n'est pas au service des patients, n'a aucun sens. Les patients, il n'y a que ça qui compte. C'est-à-dire qu'on a un devoir de résultat vis-à-vis de nos patients. Donc, il y a un engagement moral vis-à-vis du patient qui se confie à vous. Et vous devez le mériter. Et donc, ça je pense que les patients le ressentent forcément à un moment donné. Pour l'intervention, vous avez tout compris. Est-ce que vous avez encore des questions à reposer? Oui, j'ai à peu près compris. Voilà. Que vous allez... On passe sous le pli de laine et sous le contrôle de l'échographie, on va aller poser la valve. Voilà, donc c'est sous anesthésie générale. Ensuite, vous restez quelques jours en réanimation soins intensifs. Puis ensuite, vous retournez chez vous normalement. Mes relations avec les patients, c'est d'être le plus objectif, le plus honnête avec eux et en même temps le plus simple possible pour qu'ils comprennent les enjeux et adhèrent ou pas à une prise en charge. On va vous faire l'électrocardiogramme et puis moi je vais vous ausculter après. D'accord. Oui. Ça va être chance que j'ai pour réussir? Maximum de chance. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours bien passé. Oui. Ça serait dommage que ça commence par vous. Ah oui. Si c'était pas vous, je l'aurais pas fait. C'est gentil de dire ça. Oui. Éric Van Belle, entouré de son équipe, passe au crible chaque patient avant l'intervention. Bon, on va voir le cas suivant. Effectivement, c'est un homme de 72 ans. C'est un cas un peu plus délicat. Personne ne peut faire ça tout seul. C'est totalement impossible. Non seulement c'est un travail d'équipe, mais c'est un travail d'amont de ce qu'on peut appeler, nous, la planification. C'est-à-dire que
avec un certain nombre de collègues qui peuvent être des échographistes, des cardiologues qui vont être des anesthésistes. On va réaliser un certain nombre d'examens que l'on va combiner, que l'on va analyser pour définir comment on va réaliser l'intervention de manière la plus précise possible. Quoi qu'il en soit, c'est une ponction qui sera un peu haute probablement. Moi, j'ai l'impression que la gauche, elle serait un peu mieux. Un petit peu mieux, mais si on pique bien haut, si on pique là, il n'y a pas de problème. Donc c'est quand même plus délicat à gauche, non? Eric, tu as raison, c'est vrai qu'il est plus malade à gauche, hein, ça, il n'y a pas de doute. On le voit bien ici. C'est plus calcifié. Et si je me mets sur la droite, alors la droite en bas, c'est plus calcifié sur la fémorale, sur le site de ponction, mais par contre en haut, ça passe plus facilement. Il faut revérifier en écho. S'il est en écho, la zone de ponction est équivalente, dans ce cas-là, il faut mieux prendre, je pense, la droite. Si la zone de ponction elle est clairement mieux à gauche, bon, on va en prendre à la gauche. Une bonne planification, c'est comme le pilote de ligne qui va préparer son vol. Si c'est pas bien fait, ça se passe mal. Et donc cette planification, elle est faite en équipe. Et on établit tous ensemble un plan de vol. On ne réalise pas ce type d'intervention en allant à l'abordage, c'est-à-dire en disant on va bien voir ce qui va se passer. Non, c'est-à-dire qu'on fait ce type d'intervention en ayant prévu le succès et en ayant prévu les aléas qui peuvent éventuellement arriver pour que ça reste malgré tout un succès. La cardiologie interventionnelle, c'est comme un opéra. Il y a des musiciens, un chef d'orchestre, des gestes à accomplir avec précision. On est tous à l'unisson, on joue tous la même partition. On ne se regarde pas quand on travaille ensemble. En fait, on regarde tous la même chose. On regarde tous nos écrans, on participe tous à l'intervention. Il y a donc une succession de gestes avec un certain nombre de cathéters. Et comme tout le monde a la même chose en tête, tout le monde connaît son rôle, et chacun sait déjà quelle va être non seulement l'étape suivante, mais chacun connaît en fait tout le déroulé de la procédure, et on oublie le patient à ce moment-là. C'est-à-dire que ça pourrait être mon père ou mon frère. Ce n'est plus le sujet. C'est-à-dire qu'on doit avoir une forme de distance importante pour être le plus objectif possible et le plus efficace possible dans la prise en charge. Le patient est prêt à recevoir la valve artificielle. Elle est compressée avant d'être insérée dans le cathéter. Donc ça sera à 180. Vous nous dites quand vous êtes prêt. Puis remontée jusqu'au cœur du patient par le réseau veineux. Tiens-le bien parce que là, ça va être challenge. Tu fais des mouvements de 1 cm. Plus près, prends plus près. Ok, stop, tu t'arrêtes là. On fait une graphie avec injection. Injection. Ok, pacing, on y va. Après 2 heures d'intervention, la valve est déployée. Le patient est sauvé. Donc la valve est posée, la valve est en place, tout va bien. La première motivation, c'est de rendre service aux gens. Quand vous revoyez un patient en consultation 3 semaines après avoir traité sa valve et qui vous dit qu'il est plus essoufflé et qu'il a plus mal à la poitrine, vous avez un sentiment de satisfaction et du devoir accompli qui est important. Donc ça, c'est l'élément essentiel. La deuxième chose, c'est que vous savez que vous avez apporté ce bénéfice au patient grâce à une technique qui souvent est une technique novatrice. Et il ne faut pas se voiler la face. Le côté technique de la spécialité, c'est quelque chose qui est très très sympa, très agréable, très gratifiant. De l'implantation de valve aortique.
Cette technique novatrice, le professeur Alain Cribier continue de la transmettre aux plus jeunes pour permettre à la cardiologie interventionnelle d'aller encore plus loin. Comment vous pouvez transmettre cette notion d'innovation aux patients et le convaincre de vous suivre, et comment on peut transposer ça à l'heure actuelle, justement, où le patient est beaucoup plus informé qu'avant? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le problème est simple, puisque les patients sont au courant de tout ce qu'on peut faire par Internet. Donc c'est les patients qui arrivent et qui réclament un traitement. À l'époque, il fallait au contraire être extrêmement explicatif et discuter avec le patient des avantages et des inconvénients d'une technique nouvelle. Et ça prenait beaucoup de temps, c'était assez difficile. Le professeur Cribier illustre le fait que l'innovation, c'est pas une ligne droite, et de voir que finalement, ça n'a pas non plus été un long fleuve tranquille pour lui de mener tous ces projets-là. Voilà, ça va aider nos jeunes qui pourraient imaginer pour nous c'est compliqué, avant c'était mieux ou avant c'était plus facile. La question qui se pose, c'est de savoir si on a la possibilité soi-même de convaincre les autres à la suite, les plus jeunes notamment, de marcher dans ces pas-là et d'avoir des idées d'innovation. Moi, mon but a toujours été d'éveiller l'esprit des jeunes à faire la même chose, à essayer de comprendre ce qui manquait, ce qui ne marchait pas, ce qu'il fallait améliorer pour essayer d'être à l'origine éventuellement d'innovation eux-mêmes. Et j'avoue qu'il y a un très bon passage de relais. Moi et d'autres de ma génération, on fait la même chose. On passe le relais à des jeunes cardiologues interventionnels qui sont les cardiologues interventionnels de demain et qui transmettront ensuite aux générations futures. Le chemin parcouru par la cardiologie interventionnelle, quand on voit aujourd'hui l'importance que cette façon de prendre en charge les patients a pris et son succès, c'est assez extraordinaire. À titre personnel, assez modestement, je suis assez heureux d'avoir pu vivre un certain nombre d'évolutions, d'avoir participé en deuxième ligne à toutes les innovations, par exemple, de quelqu'un comme Alain Cribier, et puis à l'extension de ces techniques à la prise en charge de la valve mitrale. La cardiologie interventionnelle, c'est une entité maintenant qui est définitive, c'est-à-dire qu'elle est là pour durer, bien sûr. On assiste à l'heure actuelle à un dépassement de la cardiologie interventionnelle par rapport à la chirurgie traditionnelle. C'est absolument incroyable. Donc l'avenir est absolument certain. Parfois, le cœur ne peut être réparé. Et quand il ne fonctionne plus, il faut le remplacer. Dans le monde, plus de 100 000 personnes attendent un greffon cardiaque. Mais faute de donneurs, beaucoup ne survivront pas. Un cœur artificiel unique au monde, inventé il y a 30 ans par un chirurgien cardiaque de renommée mondiale, le professeur Alain Carpentier, est en train de tout bouleverser. J'ai voulu faire un cœur qui ressemble au plus près au cœur de l'homme, avec le souci de reproduire non seulement la forme, non seulement la bonne tolérance, mais également la fonction d'un cœur normal. Le cœur artificiel, c'est une idée un peu folle, de pouvoir remplacer un organe qui, derrière, assure la capacité des personnes à marcher, à travailler, à aimer. C'est vraiment une lueur d'espoir pour ce nombre croissant de patients qui souffrent de maladies d'insuffisance cardiaque avancée. Si j'ai choisi d'être médecin, c'est parce que je voulais participer modestement au départ, mais au progrès médical. C'est comme ça, je suis fabriqué comme ça. Et quand il y a un problème qui n'est pas encore résolu, évidemment, ça stimule et ma curiosité et mon désir d'essayer de résoudre ce problème. Le début de cette histoire, c'est le professeur Carpentier qui l'a écrite. Lui, il essayait de sauver des gens, c'est un chirurgien cardiaque. Et il s'apercevait que il y a des personnes pour lesquelles, malheureusement, on n'a pas de solution thérapeutique. Et c'est là où le professeur Carpentier a cette idée de dire on sait faire des
des avions qui volent, des fusées qui vont dans l'espace, des satellites qui restent des années à fonctionner sans qu'on ait besoin d'intervenir. On doit être capable de faire un cœur artificiel. Pendant plus de 30 ans, le professeur Alain Carpentier a perfectionné son cœur. Quand il a pris sa retraite, son équipe a poursuivi son œuvre pour faire de ce cœur artificiel une réalité. Dans tout le développement de cette épopée, ça a toujours été des hommes qui, à un moment donné, ont apporté quelque chose au projet. Ça n'a jamais été facile, on a eu beaucoup de challenges techniques à relever. C'était difficile de penser qu'on aurait pu arriver au stade où on en est aujourd'hui avec les technologies qui étaient disponibles il y a 30 ans. Donc Alain Carpentier a été très visionnaire et bon nombre de personnes pensaient que c'était irréalisable. Le professeur Carpentier, aujourd'hui, il reste forcément très attentif à nos progrès et à la concrétisation du rêve qu'il avait. Ce cœur-machine, réagissant comme un véritable cœur, Jérémy Hage, jeune habitant de la région de Lille, lui doit sa survie. Car le 4 décembre 2020, pour lui, tout a basculé. J'avais un gonflement des jambes depuis quelques jours, déjà qui traînait. J'avais quelques aléas de santé entre-temps, soucis de digestion ou autre, quelques problèmes à respirer en effort, vite essoufflé, mais sinon sans plus. Le jour de mes 30 ans, en fait, comme ça ne passait pas, je suis retourné chez le médecin voir qu'est-ce qu'il en était. Il me diagnostique que j'ai 8 et quelques de tension pour des pulsations à fond les ballons. Donc de là, c'est directement rendez-vous aux urgences pour voir ce qu'il en est. De là, on diagnostique qu'il y a une insuffisance cardiaque. On dit qu'il va falloir attendre une greffe à l'hôpital, aux soins intensifs. Je ne m'attendais pas à un verdict aussi lourd et aussi radical. Pour lui, la vie était jusqu'à présent normale et ses symptômes sont essentiellement pour lui de vagues douleurs abdominales, souvent provoquées après manger. Et ces douleurs, en fait, elles traduisent un stade très avancé de la maladie, puisque le cœur n'est plus capable d'assurer la perfusion de l'estomac, de l'intestin. Sa survie va s'évaluer en jours en l'absence de transplantation cardiaque. Malheureusement, il y a une demande croissante de cœur et il y a peu de donneurs. Donc, en général, en Europe, le temps d'attente est entre 4 et 6 mois. Ça peut être plus longtemps, ça peut être plus court. Et bien sûr, ça dépend de plusieurs critères, comme le groupe sanguin, la taille du patient, que si le patient est grand, il lui faut un cœur plus gros. Pour Jérémy, la durée d'attente allait très probablement être de l'ordre de plusieurs semaines et on n'était absolument pas sûr de pouvoir disposer d'autant de temps pour le maintenir en vie. L'idée, c'était pouvoir faire sortir Jérémy de l'hôpital, pouvoir lui permettre de reprendre une réadaptation pour se refaire du muscle et être en capacité d'affronter, parce que c'est vraiment un choc important, une opération aussi lourde qu'une transplantation cardiaque. D'où la nécessité de trouver une technique qui permette d'attendre la transplantation en sécurité. Cette stratégie, ça s'appelle la stratégie du pont à la transplantation. Et donc, c'est un cœur total, artificiel, qu'il fallait pour Jérémy. Ça m'a pris 5 minutes de réflexion et j'ai signé tout de suite. L'autre alternative, c'était de rester à l'hôpital en attendant sur mon lit que le cœur il lâche. Ou que, par chance, j'ai un greffon. Donc, plutôt que de rester à rien faire, j'ai préféré tenter quelque chose. Ce cœur artificiel est assemblé et testé en région parisienne. Ils l'ont baptisé CarMat, Car pour Carpentier et Mat pour Matra, du nom de l'entreprise industrielle l'ayant financé à ses débuts. L'alliance de l'ingénierie et de la recherche médicale. Le cœur artificiel est destiné à remplacer le cœur naturel d'un patient. Donc, le cœur naturel d'un patient, il est constitué de 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Les ventricules, c'est ce qui représente la fonction motrice du cœur, donc la pompe, ce qui va réellement battre. Donc lui aussi, il est constitué de 2 cavités, de ventricules, mais il a une cavité technique, en fait, dans laquelle on va avoir
des pompes, de l'électronique, des capteurs. Tout ça étant nécessaire à adapter le débit du cœur, à adapter son fonctionnement à ce que fait le patient, à ce qu'il ressent. Il y a aussi des membranes qui vont être utilisées pour propulser le sang, pour l'envoyer dans les artères. Alors la particularité, c'est qu'on a travaillé avec des matériaux spécifiques. Ce que l'on veut, c'est que le sang réagisse bien, en fait, tolère bien ces choses artificielles qu'on va implanter. Et en fait, on a développé des matériaux microporeux, des matériaux d'origine biologique, à partir de tissus bovins. Et derrière, pour les patients, c'est un gain énorme, parce qu'on va avoir besoin d'utiliser moins de médicaments, ce qui leur permet de leur garantir aussi une vie beaucoup plus confortable lorsqu'on a implanté notre dispositif. Donc ça, c'est l'étape finale du process qui nous permet de déterminer si la prothèse est acceptable ou non et va pouvoir être implantée. Il y a une circulation de liquide et on fait un certain nombre de tests sur la prothèse, y compris de l'endurance. Donc le test dure plus de 15 heures. Et à ce moment-là, on va pouvoir déterminer si elle est bonne ou pas. Celle-ci, elle va être disponible quand, grosso modo? Le test sera terminé aujourd'hui. Elle doit être disponible pour la 3e semaine de septembre avec la stérilisation. Donc, tout sera OK. Ouais, c'est génial. Cet organe artificiel va être testé pour vérifier que ses performances sont bien celles qu'on attendait avant de pouvoir être stérilisé, puis ensuite envoyé sur les centres d'implantation. Les chirurgiens prennent alors le relais pour une intervention extrêmement délicate. Plus de 8 heures d'opération sont nécessaires pour implanter cette machine intelligente d'un poids de 900 grammes, environ 3 fois plus qu'un cœur humain. Une trentaine de patients en ont déjà bénéficié. Pour mettre un cœur artificiel total, on est obligé de retirer les 2/3 du cœur, à savoir le ventricule droit et le ventricule gauche, et qu'on laisse en place uniquement les 2 oreillettes, qui sont les communications qui communiquent entre le système veineux et le système pulmonaire. Ce sont sur ces 2 oreillettes qu'on va assembler le cœur artificiel, puisque c'est globalement les oreillettes qui sont, pour l'oreillette droite, le réceptacle du sang veineux de l'organisme, le sang bleu. Pour l'oreillette gauche, le sang qui a été oxygéné par le poumon, le sang rouge. Globalement, le Carmat mime un cœur natif, et donc il prend sa place. Un cœur artificiel qui fonctionne sur batterie. Démarrage de l'appareil. C'est un dispositif qui ne nécessite que de l'énergie, j'allais dire. Donc aujourd'hui, on a un petit fil qui sort au niveau de l'abdomen et par lequel on vient justement lui apporter cette énergie dont il a besoin pour fonctionner. Donc le patient porte en bandoulière des batteries qui lui permettent d'être autonome pendant 4 à 5 heures, tout dépend en fait de son activité. Et lorsqu'il est au repos, il peut connecter son système sur une prise de courant qui lui permet d'avoir l'autonomie entre guillemets infinie. Et c'est complètement transparent pour lui. La découverte ultime sera le moment où on pourra avoir des batteries internes qui se rechargeront juste par induction et qui permettront d'éviter d'avoir une ligne qui sorte du thorax et d'aller vers une autonomie complète du patient. 3 mois et demi après avoir été implanté avec un cœur artificiel comme pont à la transplantation, Jérémy a reçu un véritable greffon humain. Bonjour monsieur. Bonjour madame, j'ai rendez-vous avec le professeur Vincent Telly, s'il vous plaît. Ok, le pass sanitaire, ce sera avec mon collègue. D'accord. Bonjour. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi, bon courage. Monsieur H, quoi de neuf depuis la dernière consultation? Comment vous vous sentez? Écoutez, pour le moment, on se remet tout doucement au sport, tranquillement. Oui. Donc là, par exemple, je refais du vélo, j'arrive à refaire de la marche pendant 5-10 bornes comme avant, ça, c'est pas un souci. Et vous dormez bien? Ouais, ça va. Voilà, les contrôles sur la dernière radio sont tout à fait satisfaisants. On a sûr qu'on a changé de radio par rapport à avant. C'est sûr. On peut dire qu'on a effectivement
parcouru un sacré bout de chemin depuis. Quand même, ouais. On prend là une revanche sur la maladie. Moi, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'ai perdu mon père très peu de temps avant d'entrer chez Carmat, et ça a été un moteur très fort. Et je pense que tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans la société, quelque part, ont été confrontés d'une manière directe ou indirecte à la maladie. Et je pense que eux aussi ressentent voilà, cette volonté de dire on marquera un point, on le marquera ensemble, et on arrivera à vaincre finalement quelque chose qui est venu bloquer une vie. On arrivera à dépasser l'événement. Carmat, c'est une aventure humaine. On suit les patients de la sélection à l'implantation jusqu'à la transplantation. Le travail en équipe, il est fondamental et c'est la clé du succès. C'est pas un chirurgien qui gère un programme Carmat, mais c'est une équipe. Toute ma famille en est consciente, le professeur Vincent Telly et Carmat aussi m'ont sauvé la vie. On a pu aborder une vraie greffe dans de super bonnes conditions. On a un suivi qui était quand même au top. Ça restera jamais là. Hein. J'ai confiance en la vie maintenant. Ouais. La vision, c'est faire un cœur totalement implanté. Donc ça veut dire qu'on ne va jamais s'arrêter. Si vous voyez notre plan, on a le produit version 4, 5, 6 dans les cartons. C'est juste un problème de temps, de développement. Donc on pense déjà à des systèmes de télémonitoring pour avoir accès aux données à la prothèse à distance. Et pourquoi pas d'autres organes? C'est comme j'ai l'habitude de le dire, quand on commence avec une technologie aussi compliquée, on peut certainement faire d'autres choses. L'avenir du cœur Carmat, c'est de s'imposer comme la solution de choix lorsque les patients sont atteints d'une maladie cardiaque, des patients pour lesquels on n'aura pas trouvé de greffon. Je pense que le greffon, le cœur qu'on va transplanter d'une personne décédée à un patient, ça sera toujours la solution la meilleure. Et après, ce sera Carmat. On apporte juste un espoir à des gens qui n'en avaient plus. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. L'enjeu, c'est de continuer d'être en éveil, de repérer les besoins et puis de trouver des solutions. Je crois au fait qu'on doit chercher à être meilleur demain qu'aujourd'hui. On doit continuer à aller chercher des possibilités de traitement dans des domaines où, pour l'instant, la cardiologie interventionnelle n'est pas encore au niveau de la chirurgie. On voit de plus en plus de femmes cardiologues et elles ont un intérêt grandissant pour la santé cardiaque des femmes. Il y a également cette nouvelle génération d'hommes cardiologues qui sont très différents. Ils ne prennent plus le sujet à la légère, ils le trouvent intéressant. Et ça l'est. On a réussi à apporter une solution à des patients qui n'avaient plus d'espoir. Et je pense que c'est un chemin qui mérite d'être copié, dupliqué.